Bonjour tout le monde, ici Alexandre Dumas qui vous souhaite la bienvenue à ce troisième épisode de Woke Tant qu'il faudra, votre revue Woke de l'actualité. Édition du 11 octobre 2025, c'est le dernier épisode pilote. Cette semaine, on conclut la phase expérimentale en essayant la formule avec invité. Et aujourd'hui, je reçois deux invités. Je suis très heureux de les avoir avec moi. On est tous le woke de quelqu'un d'autre. Donc, ces deux personnes sont mes woke à moi, des terroristes antifa. Donc, effectivement, ouais. Fiché, recherché. Deux artistes, ce qui est presque synonyme. Alors, Marie-Hélène Gay et Philippe Signa, qui animent le balado Le Temps des monstres, que j'écoute religieusement depuis le lancement en septembre. Si vous cherchez un balado encore plus woke que le mien, c'est celui que je vous recommande. Donc, bonjour Marie-Hélène. Salut Alex. Bonjour Philippe. Bonjour. Voulez-vous nous dire un peu qu'est-ce que c'est le Temps des monstres? Qu'est-ce que c'est le Temps des monstres? Ben, je pense que Marie s'exprimait déjà beaucoup sur les réseaux sociaux. Je pense que j'étais aussi quelqu'un qui avait tendance à, dans mes différents projets, s'exprimer sur la société. Puis je pense qu'avec le moment qu'on vit en ce moment, avec la montée du fascisme un peu partout dans le monde, on sentait comme le besoin de se créer un endroit pour parler de ça, pour parler de nos inquiétudes. Puis clairement, tous les gens qui nous aiment nous disaient « Faites-vous un balado » puis ça presse. Un peu. Puis clairement, on n'était pas tout seul avec cette envie-là parce qu'il y a quand même une réponse très positive au projet. Fait que tant mieux, je pense qu'on parle pas dans le vide. Moi, j'apprécie beaucoup ce que vous faites parce que, oui, c'est quelque chose que je dirais qui est sans filtre, mais en même temps qui est pas agressif, irrespectueux. Souvent, quand on dit c'est sans filtre, ça veut dire qu'on envoie chier à peu près tout le monde. C'est pas votre cas. Vous pouvez être très dur envers le système des institutions, mais jamais envers les individus. Et ça fait quand même du bien à écouter. Ben oui, ça fait du bien à écouter, j'imagine, mais tu sais, pour moi, le filtre est quand même important si on veut avoir l'attention des gens, mais on peut être très critique, effectivement. Puis tu sais, je pense que on avait vraiment besoin pour nous aussi de cet espace-là, parce que des fois, l'écrire, c'est pas pareil qu'en parler, puis avoir des discussions autour de ça. On reçoit des invités aussi, fait que... Puis c'est surtout qu'on se sent plus du tout, puis je pense pas que juste nous deux, là, je pense que plein de gens ne se sentent plus du tout représentés dans les médias, comme si... Il y a des bons journalistes dans plusieurs médias, mais c'est de moins en moins la norme. On a plein de chroniqueurs d'opinion bourgeois. On a des salles éditoriales qui refusent de nommer des choses qu'on voit de nos yeux. Puis à un moment donné, il y a comme une déconnexion qui se fait où tu te dis, voyons, est-ce que j'habite dans le même monde que celui qu'on me présente? Moi, j'ai envie qu'on parle du monde. Je pense qu'on peut pas agir sur le monde si déjà on nomme pas les choses qui sont là devant nous. Fait que c'est comme un premier pas. Est-ce que c'est assez? Peut-être pas, mais c'est déjà ça. T'sais. Puis les deux, on a vécu des injustices dans notre adolescence. Les deux, on a passé par la DPJ. De deux manières différentes, mais quand même. Fait que je pense que d'avoir eu un pied là-dedans, ça fait qu'on est capable de représenter les pauvres et les gens qui vivent des injustices parce qu'on est passé dans le système qui laboure et qui recrache les gens. Puis parce qu'on est pauvre aussi, on est des artistes, nos salaires sont en dessous du salaire médian, puis ça, c'est quelque chose qui a été adressé, je pense, dans le premier épisode du Temps des monstres. C'est pas d'en faire une folie de ça, mais juste de réaliser quand même que la plupart de la parole est toujours prise et tenue par des gens qui font beaucoup plus que le salaire médian, puis donc qui représentent pas 50% de la population. C'est un problème. Je pense qu'il faut parler de nous, par nous, là, pas laisser les autres. Je commence à trouver ça difficile des fois d'entendre des gens qui font 100 000 par année nous expliquer que ben c'est ça, il faut couper dans le BS, puis les services, ben là, ça coûte cher. Ça coûte cher, genre... Vous me dites ça? Vous coûtez cher, tu sais. Fait que je pense pas qu'Alex savait, mais aujourd'hui, c'est un épisode du Sang des monstres et c'est nous qui te recevons. Non, mais votre point de vue, ce que vous représentez, vos positions aussi, c'est pour ça que je vous ai invité. Et ici, vous avez le droit de dire le mot génocide. Il n'y a personne qui va vous censurer. Je l'ai dit en rentrant dans la porte. Je fais ça partout maintenant. C'est le mot de passe pour rentrer au studio à Trois-Rivières, c'est génocide. Alors, merci d'être avec nous aujourd'hui, justement, pour la revue de l'actualité. Et justement, c'est parti. Alors, élection municipale. La participation des femmes aux élections municipales stagne et même recule dans certaines villes. Les femmes représentaient 35 % des candidatures aux élections en 2021. Elles sont maintenant à 36 %. Les candidatures féminines briguent surtout des postes de conseillères. Elles sont moins nombreuses proportionnellement à briguer la mairie. À Laval, à Montréal et à Québec, il y a moins de candidates qu'en 2021. C'est dans ma région, la Mauricie, que les femmes sont les moins nombreuses, donc 32 % des candidatures.
Puis de façon générale, la politique municipale, elle est difficile. Il y a environ 15% des personnes qui ont été élues en 2021 qui ont quitté leur fonction avant la fin de leur mandat. Vous êtes de Montréal. Vous avez une mairesse qui a souvent été critiquée très amèrement. En fait, je pense qu'il n'y a pas une mairesse qui a il n'y a pas un maire, en fait, qui a été autant critiqué publiquement que Valérie Plante, avec autant d'agressivité. Tu sais, ben, pour ce qui est de Valérie Plante, tu sais, moi, mon opinion, c'est que ça reste quelqu'un qui est pro-police. Ça reste quelqu'un qui est foncièrement beaucoup plus pour les entrepreneurs que pour le petit monde. Il y a encore de la bourgeoisie dans les institutions qui vient un peu... Je sais pas comment dire. Tu sais, pour moi, c'est pas une affaire d'homme ou femme. Rendu là, c'est une affaire de garde de classe. Puis je trouve que Valérie Plante représente ce qu'elle représente. Valérie Plante représente très bien la gauche néolibérale qui se présente comme de la gauche, mais qui, au final, est pro-capitaliste et pro-police. Et donc, je pense que c'est drôle parce que les deux côtés se sentent lésés là-dedans. Je pense que la gauche se sent lésée parce qu'ils se disent qu'est-ce qu'il y a de gauche ici? Les pistes cyclables, c'est pas de gauche en soi. Là, c'est rendu des enjeux dont on parle comme étant de gauche, mais c'est juste de l'aménagement urbain. C'est de l'aménagement urbain, puis c'est des lignes par terre. Il n'y a rien de gauche là-dedans. Puis je pense que la droite se sent lésée parce que justement, ça accroche à ces idées-là que parce que c'est une femme, fondamentalement, c'est donc féministe, mais les femmes ne sont pas en soi féministes. Je dis pas que Valérie Plante ne l'est pas, je dis juste que je le sais pas trop, puis avec ses décisions justement pro-police et pro-entrepreneuriat, je vois pas là-dedans qu'est-ce qu'il y a de féministe vraiment. En tout cas, c'est du féministe très blanc, très bourgeois. D'apparat. Puis pour le reste, ben c'est ça. Fait que donc, personne n'est satisfait un peu par cette gauche-là politique qui n'est pas vraiment de la gauche, d'après moi, qui est du centre. Mais est-ce que c'est de la gauche représentative quand on vient un peu piger dans les enjeux de la gauche pour essayer de se remonter au niveau de comment le public nous voit, mais que finalement, on n'agit pas tant? Mais en même temps, j'ai l'impression que l'échiquier, l'échelle gauche-droite se fait redéfinir justement avec cette polarisation. Vous l'avez dit, le vélo, c'est pas un enjeu de gauche. Quand est-ce que faire du vélo, c'est devenu un geste politique de gauche? Il y a quelque chose de grave, je pense, quand on se rend là. Puis effectivement, je pense que la représentation, c'est important, tu sais, en général, pour les femmes, pour les minorités, peu importe, mais je pense qu'on se trompe aussi quand on fait justement si c'est toujours des bourgeois qui sont notre représentation, on le voit dans le gouvernement Legault, par exemple, les femmes là, du gouvernement Legault ne sont pas particulièrement des alliés, ni des femmes, ni des pauvres. Elles participent à la guerre des classes, en fait. De leur côté, puis cette guerre-là, ben, j'ai l'impression qu'il y a juste eux autres qui sont au courant qu'elle est commencée, puis c'est eux qui la gagnent en ce moment. C'est pas la gauche, c'est pas les prolétaires. Fait que là, il y a ça aussi qu'il faut se demander au niveau de la représentation. C'est pas que c'est pas important qu'il n'y ait pas plus de femmes, mais est-ce que ça serait pas plus important qu'il y ait aussi plus de pauvres? Pourquoi c'est toujours la même classe de personnes, les mêmes métiers même? On va jusque-là, là, c'est vraiment les avocats, les comptables. Là, on a aussi maintenant des spéculateurs immobiliers qui se rendent toujours dans ces postes de pouvoir-là, que ce soit au municipal, au provincial, au fédéral. Ça, c'est un très grave problème de représentation qui est très rarement nommé. Comme disait Catherine Dorion, sont où les coiffeuses au Parlement? Mais la façon dont la politique est faite, la façon dont la politique est couverte, fait en sorte que c'est beaucoup plus difficile pour des gens qui ont, excusez-moi l'impression, un vrai travail, de se lancer en politique. Certainement. Ça implique de prendre un congé sans solde de plusieurs semaines, ce qui est vraiment pas à la portée de tout le monde. Et justement, les gens qui ont moins de moyens, c'est juste pas envisageable. Ou alors, on change notre horaire et on s'épuise à faire une campagne électorale en sachant que peut-être ça va mener nulle part. Et ça, c'est un sacrifice que, encore une fois, c'est pas tout le monde qui peut se permettre pour plein de raisons, des raisons familiales, des raisons financières, de santé mentale. C'est un enjeu. Mais aussi, juste jouer le jeu est extrêmement difficile si c'est pas le milieu dans lequel tu as évolué. T'sais. Je pense que tu deviens facilement, comme Catherine a pu être overwhelmed par ça à son passage à QS. Mais il y a un mépris de classe internalisé aussi à se faire répéter. C'est comme si on réfléchissait ça en pensant que il y a seulement ces gens-là, issus de ces métiers-là puis de ces classes-là, qui sont aptes à faire ce travail-là. Mais je veux dire, n'importe qui regarde avec ses yeux peut le voir que François Legault est un total imbécile. C'est pas une invention, là. Je veux dire, on le voit, il y a de la difficulté à prononcer des mots. C'est pas quelqu'un qui a une grande imagination, qui comprend grand-chose puis qui est visionnaire, là. Il veut juste se placer après dans le privé, tu sais.
littéralement. Fait qu'il y a quelque chose là-dedans où je pense qu'une coiffeuse qui aurait peut-être beaucoup à apporter dans le discours le sent pas, puis a probablement internalisé ce mépris-là de « ce n'est pas pour moi, je peux pas représenter mes concitoyens ». Pourquoi tu pourrais pas représenter les gens qui sont toi, au final? C'est ça de la représentation aussi, c'est pas de demander à d'autres de parler pour nous, c'est de parler pour nous. Puis je pense qu'on le voit, puis on le sent. Je pense que les élections, c'est un des endroits où on le voit le plus, mais je pense que ça, c'est généralisé dans la société. Il y a une barrière culturelle aussi. Moi, je me souviens d'une députée libérale qui avait été coiffeuse. C'était pas sa profession au moment de devenir députée, mais elle avait été coiffeuse. Et je me souviens que Jean Lapierre avait jamais voulu lui faire oublier. Il s'amusait, là, il faisait toujours des jeux de mots. Là. La petite madame, elle coupe les cheveux en quatre. Ah, le discours s'est tiré par les cheveux. Incroyable. Mais Catherine, c'est la même chose. Ah, l'artiste. Oui. Ah, là, il n'y avait pas le mot woke, mais c'était c'était comment il l'appelait Catherine, tu sais, la hippie. Oui, oui. Tu sais, imagine, elle ne faisait que s'habiller comme les gens s'habillent dans la vie, puis on lui faisait sentir que ça, c'était un manque de respect. T'imagines? Mais c'est comme complètement un renversement. C'est eux qui ont un manque de respect pour la façon dont leurs concitoyens s'habillent. Normalement. Ça en dit long là, sur ce qu'ils pensent de nous puis comment ils nous perçoivent. Fait que donc, on est des pauvres, on est habillés tout croche, on n'a pas de respect, on n'a pas de décorum. Mais pendant ce temps-là, qui fait absolument n'importe quoi avec l'argent public? Qui vole des fonds depuis des dizaines d'années? C'est quand la dernière fois qu'il y a un gouvernement de gauche au Québec? Je comprends même pas qu'est-ce que les gens ont contre la gauche. La gauche n'est rien au Québec. Les gens parlent contre QS. QS n'a jamais eu le pouvoir, ni même la balance. Fait qu'il y a comme quelque chose où si vous n'êtes pas content de comment l'état des choses est, regardez qui les tient, les rênes du pouvoir. Qu'est-ce que vous avez à en vouloir un parti qui a quoi? Ils ont 6 personnes à l'Assemblée en ce moment. Peut-être que je me trompe sur le chiffre, mais... Mais ils ont 6 % des intentions de vote. Mais c'est rien! Fait que je veux dire, laissez-les tranquilles. À la limite, vous n'êtes pas obligé de les aimer ou d'aller avec leurs idées, mais ils ne sont pas un problème pour vous dans les faits du tout. C'est pas eux qui prennent les décisions. La droite économique thrive en ce moment, donc inquiétez-vous pas, là, les amis. Inquiétez-vous, en fait, complètement, mais des bonnes choses. Oui. Parlant de droite économique, un article de Francis Alain dans le Journal de Montréal. Un Québécois sur 2 serait à moins de 200 $ de l'insolvabilité financière. Je lève ma main. On est au moins 2 sur 3 en ce moment. Je veux pas présumer pour les autres. On voit des hochements de tête à la régie ici. C'est la conclusion de MNP Limité, donc des syndics autorisés en insolvabilité, qui tient avec la firme de sondage Ipsos, qu'on appelle l'indice des dettes à la consommation. Donc, ils mesurent l'endettement des Canadiens, leur capacité à payer leurs factures et à faire face aux imprévus et aux hausses de taux d'intérêt. Et apparemment, les Québécois ont le coussin financier le plus maigre au pays. C'est-à-dire qu'on est vraiment, justement, les plus près. On est à un accident d'être ruiné financièrement. Un accident de travail ou un accident social? Oui. Frédéric Lachance de chez MNP nous explique que sa clientèle, ce ne sont pas des personnes qui vivent de l'assistance sociale, ce ne sont pas des retraités, c'est vraiment des gens qui sont salariés, qui ont un travail de 35-40 heures par semaine, puis malgré ça, soit qu'ils n'arrivent pas, ou s'ils arrivent, c'est vraiment toujours limite. Et les statistiques qui nous disent, c'est vraiment consternant, il y a 37 % des Québécois qui disent qu'ils ont arrêté d'aller au restaurant pour payer leurs factures, 18 % qui ont réduit leur consommation énergétique, 14 % qui coupent dans l'alimentation, puis 12 % qui ont coupé dans les soins médicaux ou dentaires. Donc, quand François Legault ou Yves-François Blanchet s'opposent au régime fédéral d'assurance dentaire, d'assurance médicaments parce que c'est une compétence provinciale... Une incompétence provinciale. Je vous laisse finir la phrase. Mais c'est d'une tristesse. Puis je veux dire, je pense que c'est peut-être là-dedans qu'il faut commencer à se reconnaître, de réaliser qu'on est beaucoup plus de personnes à vivre ça. Il y a une honte, je pense, à vivre de la pauvreté qu'il faut qu'il cesse. La pauvreté est systémique, c'est pas lié à des choix individuels. On le sait, c'est nommé, c'est su depuis des années. Plusieurs chercheurs, je veux dire, il y a des papiers à lire là-dessus, là. Des bibliothèques. Les experts le disent. Les experts le disent. Non, mais je pense qu'il faut sortir de cette honte individuelle-là, puis se reconnaître entre nous, puis dire c'est pas normal que... Tu sais, déjà, je trouve que ça, c'est un discours qui est super biaisé là, d'entendre quand les gens travaillent 40 heures semaine, ils devraient être capables de subvenir à leurs besoins. C'est comme une évidence. C'est la moindre des choses, parce que même on pourrait se rendre plus loin. Je pense que les gens méritent de subvenir à leurs besoins. On n'a pas besoin de rajouter s'ils travaillent 40 heures semaine. C'est quoi cette idée-là qu'il faut absolument servir le système, il faut absolument être productif? On n'a jamais été aussi productif
que dans les 30 dernières années. Et pourtant, où va l'argent? Jamais dans nos poches. Fait que peut-être qu'il faut arrêter de produire un petit peu puis se demander qu'en est-il de la redistribution. J'ai l'impression que si on le voulait, on pourrait avoir un monde où tout le monde travaille une journée par semaine maximum. On en aurait assez pour tout le monde, puis tout le monde pourrait bien vivre avec des services puis des soins. Là, on fait pas ces choix-là. Il faut se demander aussi d'où y arrivent ces choix-là, qui nous imposent ces idées-là. Puis encore une fois, c'est toujours un peu au même endroit là, qu'il faut regarder. C'est toujours les gens riches. D'ailleurs, c'est drôle, cette nouvelle-là, tu en parles. J'ai entendu Olivier Primo, qui était à Choix Radio X, pour, parler de ça. Mais c'est tellement drôle de voir des gens qui font beaucoup des plus gros salaires. Non, mais c'est que là, ils réalisent ça. Eux autres mettent une nouvelle comme ça qui sort, puis ils font comme... J'en revenais pas d'entendre ça, que les gens... Mais évidemment que t'en revenais pas dans ton crise de château. Genre, c'est sûr que toi, pour toi, c'est une réalité qui est comme abstraite, tu sais. Eux autres, c'est comme s'ils écoutaient Les Misérables, là. À la télé, ils sont genre... Ah, des gens en haillons. Mais comment ça? Pourquoi ils ont pas... Ils auraient dû économiser. C'est fou. Puis ils vont trop vos parents vous ont donné Tim Hortons. Aucun million. Qu'est-ce que vous avez fait avec le million que votre père vous a donné à 16 ans? Ils ne comprennent pas. Puis nos commentateurs politiques et les gens qui nous représentent dans le discours à la télé, à la radio, dans les médias, font tous des gros salaires. Puis ça paraît quand des nouvelles comme ça sortent, parce que tu vois comment ils traitent, ils tombent des nues. Ils en reviennent pas. Je pensais que c'était plus. Je pensais que les gens, il y avait peut-être 2000 $ avant de tomber. Tu fais comme, puis même 2000, ça serait pas tant que ça, là. Ça va vite, 2000 pièces. Le loyer est 2000 pièces alors. C'est ça, là. Fait que, finalement, t'as un mois de lousse si tout va bien. Mais je trouve que ça parle beaucoup de les voir réagir à ça. Mais je comprends pas qu'il n'y a pas de déclic qui se fait dans la population de... Voyons, mais qui sont ces gens qui me parlent? Mais la bouffe, là, ça, c'est vraiment... Ben, la bouffe, en fait. L'accès à les coops... Oui. Les coops alimentaires, il faut que ça commence et hier. Oui. Parce que là, on a un grave problème. Notre gouvernement provincial et fédéral est trop mou pour mettre son pied à terre avec les grossistes. Puis il y a 6 chaînes qui gèrent toute la nourriture au Québec, puis la flux de nourriture, puis les épiceries, puis tout ça. Et ils ont été beaucoup trop polis avec eux. Et maintenant, c'est pas eux qui en payent le prix, c'est nous. Parce que c'est du copinage. Oui. Fait que, là, je suis pas une spécialiste là-dedans, mais ça, c'est quelque chose qui est vraiment très grave là, qui se passe. Les gens ont plus les moyens de bien manger, de manger convenablement. Ce serait quoi, par exemple, de juste interdire aux géants de l'alimentation de jeter le restant? 100%. Des amendes. Je te dirais, par exemple, pour eux, ça serait un gros problème parce que tout leur système est basé là-dessus. Oui. C'est-à-dire trop produire, trop faire venir de loin, avoir des très, très grandes quantités puis gérer des pertes immenses. Moi, j'ai travaillé dans des épiceries plus jeunes. Puis dans les fruits et légumes, on devait acheter à peu près 40% de tout ce qu'on faisait rentrer. Maintenant, il y a peut-être genre 10% de ce 40%-là qui va à Moisson Québec ou dans, tu sais, les fruits et légumes laits, là. Dans les faits, c'est pas normal qu'à la base, on n'achète pas les fruits et légumes laits puis qu'on les vende pas, tu sais, que ça soit comme un truc pour les pauvres. Il y a vraiment quelque chose de brisé là-dedans, dans le système alimentaire, je trouve. Aux États-Unis, ils ont bien des défauts, mais ils ont des coops alimentaires dans presque tous les villages. En même temps, ils n'ont pas le choix parce qu'ils n'ont pas d'autres formes de filet social. True. Ça, c'est vrai. Donc, forcément, ils doivent s'arranger autrement. Mais il faut commencer à se scandaliser pour les bonnes raisons. Comment il s'appelle là, le type qui fait de la spéculation? Galen Weston? Non, Poirier? Luc Poirier. Ah, mon Dieu. On l'a qui a fait un profit de 200 millions de dollars là, en achetant un terrain puis en le revendant à l'État. Le profit qu'il a fait, c'est quoi? C'est à peu près 20 000 personnes qui sont sur l'aide sociale qui reçoivent ça en 1 an. Pourquoi est-ce qu'on a laissé ça passer? Non seulement on a laissé passer ça sans se plaindre, mais en plus, on admire ça. Puis le terrain, en ce moment, il n'y a rien dessus. Il a été creusé pour rien. Il a été décontaminé pour rien. En fait, il est encore contaminé. Par Luc, parce qu'il est allé? Je pense que oui. Probablement que sa Porsche a coulé dans le milieu humide. Dans le bitume. Puis il l'a juste laissé là. Hein? On va en acheter un autre. C'était pas sa couleur préférée. Mais d'ailleurs, il n'y a pas un journaliste qui veut se pencher là-dessus. C'est évident qu'il y a comme du copinage dans cette histoire-là. Est-ce qu'on pense vraiment que ce gars-là a par hasard acheté un terrain contaminé? Pourquoi tu achètes un terrain contaminé si tu sais pas qu'il y a peut-être une opportunité de l'autre côté? Puis qu'il le vend avec un super profit à l'État, qui est probablement la seule personne qui peut se permettre d'acheter un terrain. Mais il y a quelqu'un qui avait laissé ce commentaire-là en dessous d'un de tes statuts il y a environ 1 an, là, qu'il faudrait vraiment se pencher là-dessus. C'est sûr. Au lieu de faire un documentaire sur ce gars-là qui s'appelle Luc le milliardaire, il faudrait faire un documentaire qui s'appelle Luc le crosseur, avec un point d'interrogation. Au lieu de faire des documentaires sur Crave, peut-être en faire sur Crève, peut-être. Ça serait tellement bien d'avoir un documentaire qui suit un documentaire qui suit... Il faudrait avoir un documentaire qui suit des assistés sociaux
Moi, c'est le quotidien de ces gens-là que je veux découvrir. Mais il y avait Florence de Urbania. Là, Urbania n'a pas la cote en ce moment, mais Florence chez Urbania avait fait le 1 mois sur l'aide sociale sur le montant de 867 $. Elle a payé son loyer et elle a mangé 4 fois par semaine. Elle skippait des repas, puis elle l'a fait. Bon, c'est dommage qu'elle ait dû essayer ça pour le voir, mais tu peux même pas te payer une chambre avec ça maintenant, en colocation. C'est très bien d'avoir ça sur Urbania. Moi, j'aimerais ça voir ça à Radio-Canada, ouais. à TVA. Justement, qu'on ne soit pas surpris après quand on nous parle de ces personnes-là, plutôt que justement de faire un documentaire sur Luc le milliardaire. Puis, vous avez probablement vu passer l'entrevue à Tout le monde en parle avec les 2 Tradwives. Si vous avez regardé rapidement, vous avez peut-être pas remarqué qu'il y avait aussi une journaliste sur le plateau. Fanny Arcand, elle a été laissée de côté un petit peu. Hein? Complètement. Les 2 Tradwives, une en particulier, là, ont complètement monopolisé l'entrevue. Fanny Arcand a à peine pu parler. Même Guillaume Lepage avait de la difficulté à placer un mot, là, ça dit tout. Et finalement, c'était presque un spot publicitaire pour les Tradwives. C'était pire que l'automne dernier là, avec le masculiniste, où là, au moins, on avait fait venir un journaliste, le journaliste, en fait, qui a fait le reportage, un expert, Francis Dupuis-Déry, en plus du masculiniste. Là, cette fois-ci, c'était 2 Tradwives plus une journaliste. Là, c'était la journaliste qui était complètement accessoire dans l'entrevue. Puis c'est problématique parce que quand il y a un mouvement qui est mal compris, c'est là qu'il faut en parler. Il ne faut pas laisser toute la parole aux personnes. Je trouve que ça a manqué de recadrage. Complètement. Ouais. Parce qu'au final, si on regarde les commentaires qu'il y avait sur les réseaux sociaux, sous l'entrevue, puis même sous les vidéos de Fanny Arcand, qui en a beaucoup parlé, des Tradwives, ce qu'on se rend compte, c'est que pour beaucoup de gens, les Tradwives, c'est juste des mères au foyer. Alors on se dit, mais c'est quoi le problème? C'est vrai, honnêtement, là, une mère au foyer, c'est pas mal. Là. C'est pas un problème. Le problème, c'est le fait que c'est un mouvement qui essaie de se répandre. C'est un mouvement prosélyte. On est supposé détester ça au Québec, le prosélytisme. Et là, on a une femme qui était là aux heures de grande écoute en disant moi, c'est la parole de Dieu qui me guide. C'était pas très laïque, hein, ce segment? C'était pas très laïque, effectivement. Guidé par la parole de Dieu. Ben écoute, mais honnêtement, je suis d'accord que c'est problématique. Il y a quelque chose qui me fait quand même rire là-dedans, par exemple, parce que, je veux dire, c'est super. Moi aussi, j'aimerais ça rester à la maison. En ce moment, on n'est même pas capable de se payer des logements à 2. Fait que je sais pas comment les gens vont devenir trad whatever, là, genre... il faut clairement être riche pour vivre cette vie-là. Ou avoir un chum riche, puis c'est triste pour ces femmes-là, parce que si jamais elles veulent se séparer vu la violence conjugale ou justement leur conjoint meurt, sont left with nothing... Ben, Dieu sera là pour les guider, j'imagine. Mais aux États-Unis, ce mouvement-là est vraiment incarné par les influenceuses. Puis ça, là, c'est vraiment dangereux pour les autres femmes qui veulent accéder à ça, mais qui n'ont pas les moyens, parce que ces femmes-là font des millions de dollars par mois en monétisation de leur façon de vivre. Ils font leur pain, leur tarte, ils vont cueillir leur radis dans le jardin avec leurs enfants, qui ont toutes des genres de robes en lin à 100$. Mais les femmes qui aspirent à ça n'y arriveront pas. C'est comme vouloir être une princesse, pour ces petites filles-là. De toute façon, c'est un peu un faux débat, parce que le féminisme a jamais été contre le fait que les femmes restent à la maison. Le féminisme, fondamentalement, dit que les femmes peuvent faire ce qu'elles veulent, puis apparemment, ce qu'elles voulaient, c'était pas ça. Fait que c'est tout, là. C'est juste... Celles qui veulent peuvent quand même le faire. Je vois pas la nécessité d'en faire, effectivement, de la publicité à ça. C'est ça qui est un peu drôle avec ces gens-là. On dirait qu'ils ne se contentent pas de juste vivre, eux, ce qu'ils veulent vivre. Personne ne les empêche de suivre la voie de Dieu, de rester à la maison, puis de vivre selon des valeurs qu'ils appellent traditionnelles, même si cette tradition-là, elle émane de où? Là? Comme si c'était naturel. Là. C'était comme ça au début, Australopithèque, il était Dieu et la femme. Il n'y avait rien de ça. Là. Tout ça est inventé complètement par l'être humain, par l'homme en particulier. Ouais. Mais je veux dire, elles peuvent le faire. Je trouve ça effectivement particulier qu'on donne de la place à ça comme c'est important. Est-ce qu'on recevrait quelqu'un de l'ordre du temple solaire avec un expert pour nous dire « Ouais, ben cette personne-là semble être dans une secte en ce moment, donc peut-être faire attention. » Puis « Non, moi j'ai choisi d'être Amoronites, puis on aime beaucoup le feu. » Et je pense que c'est pas normal que... Ça aussi, c'est un peu le spectacle des médias dans lequel tout le monde en parle, je pense, dont tout le monde en parle fait partie. En fait, c'est pas son mandat. C'est pas le mandat de Radio-Canada de recevoir les trends du moment. Son mandat, c'est de recevoir des experts pour dire des faits à propos de ces trends-là. Oui, puis moi, ce dont j'aurais aimé entendre plus parler, c'est du fait que justement, ces personnes-là, elles vivent de ça. C'est des femmes qui se présentent comme mères au foyer, donc qui s'en consacrent entièrement à leur famille, mais en même temps, avec leur compte Instagram, avec leur monétisation, justement,
elles gagnent leur vie, puis elles sont très riches. Elles font beaucoup Les deux qui d'argent. étaient à Tout le monde en parle, c'était ça. Je savais pas, j'y suis pas, mais... Ben, en fait, peut-être pas elle directement, mais moi, j'ai lu les reportages de Fanny Arcand, puis elle en parle, et c'est devenu une business. Donc ça, c'est pour moi la pire hypocrisie, premièrement. Là. C'est Ouais. des femmes qui font beaucoup d'argent et qui disent à d'autres femmes, mais soyez dépendantes financièrement de votre mari. Et on l'a vu pendant l'entrevue à quel point ils étaient déconnectés. Quand on leur a demandé justement qu'est-ce qui arrive le jour où vous vous séparez, et une qui dit carrément, ben, on se trouve un travail. Comme si c'était aussi facile que ça. Fait que Incroyable. ça marche plus, tu sais. Puis c'est aussi, tu verras pas des femmes racisées faire ces trucs-là. C'est des femmes blanches qui sont chrétiennes. Oui. Tout J'ai le temps. l'impression que c'est une forme de psychose en réaction au capitalisme aussi, de vouloir se sortir de ça, mais puis de trouver un moyen qui est comme ancré justement dans la religion, dans le... Puis encore une fois, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent, mais il y a aussi quelque chose de profondément hypocrite à dire les femmes, le rôle traditionnel, ça va être à la maison, puis écouter leur mari, puis qu'est-ce que tu fais? Tout le monde en parle, devant tout le monde, en train de parler par-dessus Guilla. Restez chez vous pour faire une tarte. Tu sais, c'est ça, c'est comme... Ça marche pas, finalement. Il y a quelque chose là-dedans où, oh non, c'est pas ça. Bon. Fait que je trouve... C'est pas clair pour moi, effectivement, quel est l'intérêt, nécessairement, de... Pas quel est l'intérêt de parler à ces gens-là, mais je veux dire, de mettre le spotlight dessus. Je pense qu'effectivement, s'il y a des journalistes qui s'y penchent... On aurait dû juste recevoir Fanny Arcand puis qu'elle nous parle de ses super reportages. Mais c'est pas assez Oui. dans le spectacle, ça. Ce C'est que les vrai. gens veulent voir, c'est le spectacle. Oui, À mais la limite, ils veulent voir mais des gens laissez ça à faire... TVA. C'est ça que c'est ça mon Oui, point. oui, oui. Pourquoi c'est Radcan qui est en train de se 98-5iser? Il y a quelque chose de fucked up là-dedans. On vous voit, Radio-Canada, grappiller pour des pubs, grappiller pour de l'attention. Vous n'êtes pas en compétition avec les autres. Vous êtes supposé représenter le peuple. Vous n'êtes pas supposé vouloir être dans les palmarès, puis les chartes, puis les top 10. Là. Tout à fait. Puis c'est pas comme si Ça. tout le monde en parle faisait pas ses frais de toute façon. Là. Tout à fait. Effectivement. De toute façon, ces émissions-là, on peut les faire. Regarde, on pourrait faire un Tout le monde en parle ici. Là. Ouais, Ça tout le coûte monde en 8 parle en piastres. ce Là. moment, là. Tout le monde en parle. Mais je trouve quand même que ça souligne l'hypocrisie de toute notre classe politique qui nous dit qu'une femme, une enseignante qui porte un voile, c'est mauvais parce que ça envoie un mauvais message aux jeunes filles, alors que la TikTokeuse qui a 40 000 abonnés et qui dit aux filles « Restez à la maison, soyez soumises à votre mari Soumettez-vous, ouais. Ça, c'est correct, ça, on n'en parle même pas. Pour Dieu, tu sais. Oui. en Très, plus. très, très bon point. Ouais, Chris Très de vrai, bon point. très vrai. Ah, toi, tu penses vrai? puis t'écris. Hein? Tu fais-tu des petits... Tu penses à faire un balado? On travaille là-dessus. Parlons de constitution, tiens, justement, en parlant de laïcité et de femmes. Simon Jolin Barrette a présenté son projet de constitution cette semaine et lui-même avait l'air mal à l'aise en parlant devant les journalistes. Les mots me manquent pour décrire la prétention de ce projet de loi et du gouvernement qu'il propose, un parti qui pourrait très bien se retrouver avec 0 député aux prochaines élections générales et qui est en train de nous dire voici quelles sont les valeurs du Québec, voici comment le gouvernement du Québec doit fonctionner. On appelle ça la loi des lois. Simon Jolin Barrette nous dit ce sont les principes fondateurs de l'État national du Québec. Et déjà, c'est magnifique de voir à quel point il n'y a pas de définition. Hein. On dit l'État est laïque, article 22. Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense qu'il n'y a personne qui est d'accord là-dessus. Mais l'État est laïque. L'article 28 protège l'égalité entre les hommes et les femmes. Très bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Après, la Constitution vient réglementer la contestation des lois protégeant la nation québécoise ainsi que l'autonomie constitutionnelle et les caractéristiques fondamentales du Québec. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très flou, ça Je pense aussi. qu'Alex veut Qu'est-ce qu'une savoir. loi qui protège la nation québécoise, fondamentalement, tu sais? C'est extrêmement flou, mais surtout, dans quel type de gouvernement est-ce qu'on protège le gouvernement contre les citoyens? Parce que c'est ça, dans le fond. C'est qu'on va empêcher les citoyens d'aller devant les tribunaux s'ils croient que leur loi est lésée, leurs droits sont lésés, parce que on dit « Ah, mais la loi, elle protège la nation. » Donc, tu n'as pas le droit d'avoir un recours pour ta liberté de religion, par exemple, parce que la loi, elle protège la nation. Historiquement, c'est pas un peu autoritaire, ça? C'est pas mal la définition de C'est l'autoritarisme. ça que je suis en train de me demander, ouais. Ben, on la voit, la déconnexion entre ceux qui sont censés nous représenter et le peuple. Oui. Ils se voient même pas comme étant... Ils font pas partie de nous. Ils sont comme une autre entité. Puis ça, je pense que ça a été creusé là, à travers les années. Mais là, Le on projet le voit. de la CAQ est pour la CAQ, pas pour le Oui, monde. exactement. Puis pour leurs amis. Leurs amis du privé. Oui.
Je disais, quand François Legault a fait son remaniement ministériel, qu'il allait essayer de faire le plus de dégâts possible avant de partir. C'est ce que je vois avec Bernard Drinville à l'environnement, puis France Duranceau au Conseil du Trésor. Mais là, avec la Constitution, j'ai l'impression que non seulement ils veulent faire le plus de dégâts possible, mais en plus, ils veulent mettre le feu à l'intérieur de la maison, puis enfermer les gens à l'intérieur. Parce qu'une Constitution, c'est supposé être ça, c'est supposé protéger les lois. Est-ce que y a-t-il un mot pour décrire un gouvernement qui fout le bordel juste avant de s'en aller? Il y a un mot pour ça? La terre brûlée. C'est ça? Oui. Puis c'est quoi le but de faire ça pour un gouvernement en place, de laisser les choses pires qu'elles étaient? En fait, genre le troisième lien, là, ils vont jusqu'au bout pour que les autres le reprennent puis que ça se rende à effectivité, que ça soit fait. Mais je me demande c'est quoi les avantages pour eux, parce qu'ils vont être mal vus. Ils vont avoir mauvaise réputation. Je pense qu'ils s'en foutent de toute façon. Eux s'en vont dans le privé. C'est Eux ça. ont fait leur bout de chemin, leur travail. Puis de toute façon, tu le sais aussi, s'il y en a qui tiennent à rester en politique, ils peuvent faire comme ils font tous, c'est-à-dire enlever la petite tuque, puis mettre la nouvelle tuque rouge, puis dire « Hey, je suis libéral maintenant. J'ai changé un petit peu, puis tout ça. » Puis je pense qu'il faut comprendre aussi le jeu politique différemment, c'est-à-dire les partis ne sont pas en opposition. Ils travaillent tous au même projet néolibéral, destructeur de l'environnement, constructeur du capitalisme, qui veulent juste amener les richesses tous au même endroit. Fait que dans ce sens-là, tu profites du fait qu'il te reste 1 an avec déjà pas d'intention de vote, donc tu peux rien perdre. Qu'est-ce que tu peux perdre? T'as déjà perdu. Et là, tu fais tout ce qui est super impopulaire avant de t'en aller. Là, les autres partis vont pouvoir même rouler là-dessus pendant des années à dire « Mais là, c'est à cause de Legault, et quand il est parti, là, il y a tout de... Là, nous, on fait ce qu'on peut. » Et vont pouvoir, eux aussi, continuer ce même travail d'amener l'argent de moins en moins dans les poches des contribuables, de donner de moins en moins de services et de blâmer ça toujours sur le gouvernement précédent. Fait que comme ils travaillent tous ensemble, en cœur, à la destruction des services publics, et à la capitalisation de notre argent, ben je pense que là, ça fait plus de sens de le voir comme ça. Ça opine beaucoup de la tête ici en ce moment. Je pense que c'est une opinion partagée, Phil. Mais je suis entièrement d'accord. Puis... Le projet capitaliste est le même pour tous. Même pour QS. QS n'est pas anticapitaliste et c'est le plus gros problème de la gauche, je pense. Le manque d'adhésion à la gauche fait que... Puis on a un ami sur Facebook qui est vraiment pas d'accord avec ça, qui commente toutes nos affaires en disant que le projet de gauche doit être nécessairement capitaliste. Moi, je suis pas d'accord. Je pense que c'est ça qui fait qu'on continue. C'est pas possible d'être de gauche et capitaliste. Ça va pas ensemble. Ça fonctionne pas. Mais je suis d'accord avec ce que tu dis, Philippe, parce que les libéraux, les péquistes sont d'accord. Les baisses d'impôts de François Legault, c'était une mauvaise idée. Mais il n'y en a pas un des deux qui va l'annuler. Non. Ils vont garder la baisse d'impôts. C'est parfait pour eux parce que ça leur enlève l'obligation de le faire. Exactement. Après. Donc, on s'en va dans la même direction. Mais moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est que, supposons qu'un gouvernement du Parti québécois gagne les prochaines élections. Moi, je veux qu'un journaliste, 1 an plus tard, me dise tous les députés de la CAQ qui ont été battus, où est-ce qu'ils sont rendus. Moi, je pense qu'il y en a un quart qui sont personnels politiques du nouveau gouvernement et l'autre 3/4 travaillent tous dans des compagnies qui ont reçu des largesses de l'ancien gouvernement. Ils sont tous au privé pour les entrepreneurs du troisième lien, dans des firmes d'ingénierie. Ils devraient être publics. Mais ce qui est légal n'est pas moral. Je veux dire, on le voit justement avec la Constitution, c'est un peu n'importe quoi. Là, d'ailleurs, je trouve ça quand même audacieux pour un homme comme François Legault de se lancer dans un projet de constitution, un mot si difficile à prononcer. Ça risque d'être tout un problème. Comment il va le dire, tu Constitution. Constitution. La Constitution. Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Là, je sais pas comment Alex se sent d'avoir les deux du temps des monstres à son balado, mais en tout cas... Un dernier commentaire sur la Constitution, puis je suis sûr que ça va... Comme Marie-Hélène, je sais que ça va te parler. Oui. L'article 29. L'État protège la liberté des femmes d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. Faut jamais toucher à ces affaires-là, faut pas y toucher! Plus on y touche, plus on se rapproche de laisser des groupes rentrer pour faire du lobbying anti-avortement. Il faut pas toucher. Au Québec, on a une loi qui est pas une loi. Oui. C'est notre... En tout cas, bref, continue. Oui, Alex? Non, mais je suis allé dans cette direction-là. Ça me rend folle. Je cite Véronique Pronovo, qui est de l'Institut de recherche et d'études féministes de l'UQAM, qui a été consultée par Martine Biron et par d'autres membres du cabinet du secrétariat à la condition féminine. Donc, je la cite. « Depuis quelque temps, la question de l'avortement est intégrée à plusieurs chantiers politiques de la CAQ, qu'il s'agit de la laïcité ou du projet constitutionnel. Cette inclusion ne découle pas de la volonté de répondre à des enjeux documentés ou à des besoins concrets et semble plutôt s'expliquer par son potentiel de mobilisation électorale. Bien que les enjeux réels soient régulièrement soulignés par les actrices du milieu, et elle écrit en caractère gras et avec des lumières qui clignotent,
Certains ministères persistent à concentrer leurs efforts sur des problèmes pour lesquels aucune donnée probante ne démontre la nécessité d'une intervention. Ce faisant, ils risquent de créer de nouvelles difficultés plus sérieuses que celles qu'ils prétendent résoudre. Y a-t-il au Québec un problème lié au cadre législatif encadrant l'avortement? Je ne penserais pas. Je ne pense pas non plus, et je pense que tout comme aux États-Unis, puis tu sais, Léa Clermont-Dion l'a bien démontré dans son documentaire, les droits des femmes sont à une journée de se faire harnacher. Ouais. Il faut jamais lâcher ces luttes-là. Puis cette loi non-loi-là qu'on a au Canada protège les femmes. Puis c'est important. Tu sais, il y en a qui disaient quand une femme est tuée, si elle est enceinte, il faudrait que ça soit un double meurtre. Ouais. Puis il y a plein de monde que sans y penser disent bien oui, bien sûr, c'est 2 meurtres. Mais si on fait ça, ça fait que si c'est un fœtus de quelques semaines, on légitimise sa vie. Oui. Donc, on réglemente l'avortement. Il y a tellement de layers à ça, puis il y a tellement de lobbying qui se fait à l'interne. Surtout du côté des conservateurs. On l'a vu quand Pierre Poilievre est allé voir Olivier Primo, qui a posé des questions complètement unhinged, sans avoir fait de recherche avant. Ce projet-là est toujours sur la glace et jamais dans le locker. Puis je pense aussi que des fois, c'est drôle, j'ai tendance à penser qu'ils nous lancent ça comme des bâtons dans les roues aussi. Je pense pas, disons, que la CAQ est pro-avortement. Anti-avortement, tu veux dire? Ben, pro ou anti, je pense qu'ils s'en foutent ben raide. Je pense qu'ils savent, par contre, qu'en soulevant ces affaires-là, si jamais ça crée des problèmes, ça demande aussi une mobilisation qui est normale et réelle, réactive, mettons, des femmes puis des gens qui vont faire « Hey, wow, on touche pas à ça », mais pendant qu'on réagit à ça, des problèmes qui étaient déjà réglés, on peut plus s'occuper des autres problèmes qui continuent de créer. Fait que je pense qu'ils savent très bien qu'en créant des flous là-dedans, ils demandent aussi de l'énergie militante, de l'énergie. C'est très électoraliste aussi. On le voit avec François Legault qui en a parlé dans son discours d'ouverture de session. Il a parlé de l'enjeu de l'avortement qui serait menacé par des islamistes, évidemment. Ah, mon Dieu, les radicaux. Les organismes qui luttent contre le droit à l'avortement, c'est des organismes chrétiens. Les députés conservateurs qui financent les organismes anti-avortement avec leur budget discrétionnaire, donc oui, il y a des fonds publics qui se retrouvent dans les... Laïque, ça, hein? C'est pas très laïque, puis c'est des fonds publics qui se retrouvent dans les organisations anti-avortement. Ils sont tous chrétiens. Ouais. Mais non, on essaie de nous faire croire que c'est les islamistes qui posent problème. Tu sais, une des pires choses qui pourrait arriver à l'avortement, c'est que ça reste légal, mais que ça soit plus pris en charge dans le système de santé publique et que ça devienne privé. Ouais. Mais oui, moi, je pense que ça serait extrêmement grave parce que quand, en s'en affranchissant dans le système public, on dit aux femmes « Hey, vous êtes en sécurité ici, puis vos choix sont en sécurité. Mm-hmm. » Tu sais, on est tout le temps pas... On n'est pas si loin qu'il nous arrive les mêmes choses qui arrivent aux États-Unis. Je trouve pas qu'ils sont... Je trouve que les gens qui disent que c'est pas comme ça ici... ça l'est pas encore, peut-être, mais ça ne l'était pas non plus il y a 10 ans aux États-Unis. Ils n'étaient pas encore là, puis là, ils sont rendus... Tu sais, c'est quoi aussi? Il faut attendre que la maison soit en feu pour mettre un détecteur de fumée? Non, je ne crois pas que ça fonctionne comme ça. Puis juste, là, je sais que je sors un petit peu du sujet, mais tu sais, toute cette affaire-là aussi de l'immigration, puis toute cette récupération politique, c'est tellement terrible parce que ça me fait beaucoup rire. Je vois les gens commenter, là, disons, sur les réseaux sociaux, puis c'est la gauche radicale qui veut toujours plus d'immigrants. Encore une fois, quand est-ce que cette gauche-là était au pouvoir? Puis moi, j'ai jamais rencontré un... Mes amis de gauche, là, même mes amis là, radicaux, anarchistes, personne me dit « Moi, je veux plus d'immigrants ». Qui dit ça? Moi, je suis qui, là, en tant que citoyen? Là? J'ai pas besoin d'immigrants, moi, c'est pas ça. Qui demande des immigrants? C'est les entreprises. C'est la chambre de commerce. Oui. C'est ces gens-là, c'est les gens de l'entreprise. C'est la droite. C'est la droite qui demande des immigrants. Fait que là, ils demandent des immigrants, puis on peut aller regarder là, leur discours devant la chambre de commerce. Ils en promettent tout le temps, les politiciens. Oui, puis c'est ça les demandes, justement, des grandes entreprises, parce qu'ils veulent du cheap labor, parce qu'ils veulent rajouter du monde pour aussi acheter. C'est pas le projet de la gauche d'avoir plus d'immigrants. La gauche est pauvre, puis engage pas d'immigrants de toute manière. La gauche est juste pas pour la démonisation des immigrants, ce qui est effectivement une terrible chose à faire, mais je veux dire, c'est un projet fondamentalement économique et colonialiste aussi, de recevoir de l'immigration, d'aller dans d'autres pays, de voler leurs ressources, de tuer leur économie, de remplacer leur président par un puppet, d'enlever tout leur filet social, de leur donner des dettes avec le FMI. Après ça, ces gens-là qui, je pense, honnêtement, là, la plupart des gens ne veulent pas se déraciner et faire 8 millions de kilomètres. Je veux dire, des gens, peut-être que certaines personnes, oui, mais dans la plupart des cas, j'ai l'impression que c'est aussi en quête d'une meilleure vie, d'une vie possible, c'est-à-dire de faire un salaire et d'avoir des services. Nous, on va détruire les autres pays. Après ça, ils viennent ici, on leur chie dessus, puis on dit que c'est de leur faute s'il n'y a plus d'avortement. Comme, où est-ce qu'on est, là? Qu'est-ce qui se passe?
internationale, le génocide à Gaza serait terminé. Apparemment. À C'est part ce qu'ils ont que... fait sauter des Palestiniens hier, qu'on a vu en direct sur Instagram. On voit des... Oui, mais ça, on n'en entend pas tellement parler. Non. Mais le génocide est fini, mais pour Radio-Canada, il n'est même pas commencé. Fait que je sais pas trop où est-ce qu'on est supposé se mettre là-dedans. Là. On n'ose toujours pas dire que Benjamin Netanyahou est un criminel de guerre qui est visé par un mandat d'arrêt international. Et ça, c'est formidable parce que toutes les fois que je dis ça, on me dit « Ah non, mais il faut attendre. Les journalistes doivent être objectifs. En quoi est-ce qu'un mandat d'arrêt international, ce n'est pas objectif? » Bon, je ne sais pas. Jeudi matin, je faisais ma revue de presse pour voir ce que chacun en disait, puis c'était toujours la même chose, hein? Le double standard. Donc, on rappelle toujours que ça a commencé le 7 octobre 2023, parce qu'avant, c'était le paradis sur Terre à Gaza. Absolument. Et on parle toujours de conflit, de guerre à Gaza, alors que du côté israélien, depuis... Bon, il y a eu l'attentat, oui, du 7 octobre, mais après, il y a eu environ 800 morts, pendant qu'en Palestine, les chiffres les plus conservateurs, c'est 65 000. Et là, c'est vraiment conservateur, parce qu'on se doute que c'est beaucoup plus que ça. Puis Israël, c'est des victimes. Et en Palestine, ce sont des morts. Oui. Ouais. Des victimes israéliennes, des morts palestiniens et des otages. Israéliens et des détenus palestiniens. Incroyable. Hey, on vous voit, les médias, hein? C'est quelque chose. Ouais. Et il y a toujours de très bonnes justifications. On s'est déjà plaint à la presse, justement, de cette espèce... Parce qu'ils avaient mis un article qui était très incisif sur Israël, mais c'était... Je me souviens plus quelle agence de presse. Et plus tard dans la journée, ils ont remplacé l'article par un autre de l'agence France Presse qui, là, reprend le narratif habituel, là, justement, toute la faute du Hamas et ce double standard. Et tous les crimes de guerre d'Israël qu'on rapportait avaient disparu. Et on s'était fait dire que, bon, mais c'est l'agence de presse. Mais c'est tellement inhabituel pour un journal de retirer un article. Hein? Des fois, ils font un addendum ou ils mettent une note en bas de page, de remplacer des morceaux d'articles. C'est du jamais vu. Puis ça, François Cardinal s'était fait talonner pour ça et il n'a jamais vraiment donné de réponse. Hein? Je crois que tu avais fait un post là-dessus, d'ailleurs. Oui. Non, les justifications sont toujours là. Et ou on laisse passer, tout simplement, puis on finit par oublier. On n'en reparle pas après. Les nouvelles dont on ne parle pas assez. Vous avez peut-être entendu parler du jeune qui s'est suicidé après avoir épuisé tous ses recours avec le système de santé. Je veux qu'on en parle. Arsène, j'espère que je prononcerai pas mal son nom, mais Arsène Tsaroukanian, un jeune homme de 20 ans, dépressif, qui s'est suicidé après avoir été refusé par 7 établissements de santé. Je vous lis un extrait de l'article de Gabriel Duchesne dans la presse. En 3 mois, le résident de Brossard a contacté une ligne téléphonique de prévention du suicide, s'est rendu 2 fois aux urgences, attendant 11 heures lors de sa première visite, même si son cas était jugé urgent, a consulté une travailleuse sociale à l'université, a consulté 3 fois en clinique médicale, a sollicité le guichet d'accès au service de santé mentale de sa région et frappé à la porte de 2 centres de crise. Je vous conseille d'aller lire l'histoire complète dans la presse. C'était mercredi le 8 octobre. C'est ses parents, mettons, qui ont fait pression pour que ça soit nommé dans les médias, ça? Ou est-ce qu'on sait? Oui, ils ont parlé à la mère du jeune en question. Je vous lis le passage qui m'a vraiment brisé le cœur. L'infirmière lui a attribué une cote de priorité 3, c'est-à-dire qu'il devait être pris en charge dans un délai de 30 minutes. 11 heures plus tard, il attendait toujours. À 1 heure du matin, le personnel s'est rendu compte qu'il était parti. Personne n'a tenté de le contacter ou de le retrouver. Il faut commencer à traiter les problèmes de santé mentale comme des crises cardiaques. Comme on le ferait avec quelqu'un qui a un AVC, quelqu'un qui vient d'avoir un accident de voiture grave, quelqu'un qui s'est fait amputer une jambe. Je ne comprends pas, mais ce que je comprends aussi, c'est que je veux pas faire des mauvais rapprochements, mais il n'y avait pas un nom de famille québécois. Et avec tout ce qui se passe ces temps-ci, avec Nourhan Ressaï, etc., je peux pas m'empêcher de penser qu'il y a peut-être eu de la discrimination. Ouais. Mais reste que c'est quand même... Parce qu'on le sent même un petit peu dans l'article, qu'il y a quand même une volonté de... Tu sais, comme personne n'a essayé de le contacter, mais ça reste que c'est encore une fois un problème structurel. Oui. Tu sais, je veux dire, je ne pense pas que spécifiquement, en tout cas, faute de preuves... qu'on peut mettre ça sur le dos, disons, des employés ou du service de tel hôpital ou de tel centre. On sait qu'on manque de financement, même en général, même pour les accidents graves, même pour les... C'est vrai. Les gens attendent très, très, très longtemps à l'urgence. Et évidemment que s'il y a des ambulances qui continuent de rentrer avec du monde qui saigne du thorax, même si c'est une priorité 1,
parce que t'as des idées C'est suicidaires. un très bon point, c'est vrai. Je veux dire, les gens font ce qu'ils peuvent, puis quand on essaye un peu, je trouve, de ramener ça, là, tu sais, qui a mal fait son travail? Qui a mal fait son travail? On va regarder en haut. Qui arrête pas de couper dans tous les services? Qui arrête pas de perdre de l'argent dans plein de programmes, de projets, de développement, de Nordvolt? Qui coupe des... Non, mais faut que ça cesse, infirmières, ça. Pourquoi eux ne sont jamais coupables? Qui perd sa job à cause de ça au gouvernement? Personne ne perd jamais sa job. On remanie. On retasse les gens. Toi, tu vas aller t'asseoir en arrière sur le dernier banc. On s'en fout, il est encore là. Qu'est-ce que Bernard Drinville fait encore ministre? Ce gars-là est clairement un danger là, pour la démocratie et pour l'intelligence en général. C'est grave, je trouve. Puis, tu sais, là, ça sort dans les médias. Mais la vérité, c'est que c'est pas rare, ça. C'est pas rare du tout. Je veux dire, nous, on le sait, là, on a passé par la DPJ, on a fait du centre jeunesse. Il y a combien de jeunes qui passent à travers les centres jeunesse, qui est un gros système quand même, la DPJ, là, c'est une grosse structure. C'est une grande famille. Oui, c'est une très grande famille avec beaucoup de gens morts, beaucoup de funérailles. Tous les gens avec qui j'ai fait du centre jeunesse, je pourrais pas dire sont rendus où, parce que la plupart sont soit en prison, soit décédés, soit ils ont été tués ou ils ont fait des overdoses. Fait que cet enfant, ce jeune garçon de Brossard est une statistique de laquelle on se crisse. Moi, je veux dire, ça vient me chercher, puis ça me touche, mais je pense que Phil a raison. Mais comme société, c'est qu'on regarde pas ça, surtout quand c'est des pauvres. Justement, ça arrive souvent. Là, c'est comme les gens, soudainement, wow, un jeune s'est suicidé. Mon Dieu, les jeunes se suicident non-fucking stop. Là. C'est juste que vous n'entendez pas parler tout le temps de ça. Là, c'est bien qu'on en parle, mais il faut pas non plus en faire justement des cas isolés. Puis là, je suis sûr qu'ils vont nous amener sur cette piste-là. Le gouvernement on va faire une enquête sur qu'est-ce qui s'est passé à l'hôpital. On s'en fout de qu'est-ce qui s'est passé à l'hôpital. C'est pas ça. Le problème est beaucoup plus large que ça. Faut pas essayer d'en faire genre un narratif spécifique. Il y a eu des erreurs. L'infirmière aurait dû... Non, laissez l'infirmière tranquille. Mm-hmm. Elle fait probablement très bien sa job. Elle est probablement overwork. Ça fait peut-être 3 chiffres d'affilée qu'elle fait. Là, le problème, il est beaucoup plus large que ça. Où sont les services? Puis pourquoi aussi tout le monde se sent pas bien? Il faudrait peut-être se la poser, cette question-là. Qu'est-ce qui se passe avec notre société où tout le monde va mal? T'en penses quoi, toi, Alex? Moi, je pense que ça nous désintéresse complètement. C'est arrivé mercredi. On enregistre vendredi. Je crois que vous n'aviez pas entendu parler avant. Non, puis on est des éplucheux de nouvelles quand même. Puis c'est ça, vous êtes quand même des personnes sensibilisées, vous n'en avez pas entendu parler. Il n'y a personne qui a réagi, là. Dans le monde politique, il n'y a personne qui a réagi à cette histoire-là. C'est un fait divers. Alex, il n'y a personne qui a réagi à la mort d'un enfant de 15 ans par la police. Mais ça, je suis pas d'accord dans le sens où c'était spectaculaire. Donc, on en a beaucoup parlé. Oui, mais je veux dire, il n'y a pas eu d'empathie de la part des élus. Non, sur ça, non. Il n'y a pas eu de conférence de presse, mettons, du Oui. gouvernement. Hey, la CAQ ne fait pas une conférence de presse quand un enfant est tué au Québec. C'est vrai. J'ai jamais vu ça, honnêtement. François Legault, il y a 3 ans, il est allé sur la tombe du petit gars qui a été abattu par un gang de rue. Là. Fait que, voilà. Moi, c'est une nouvelle qui vient me chercher particulièrement parce que ça aurait totalement pu être moi, Arsène. Moi, j'ai eu de la chance. Dans ma région, j'ai réussi à avoir accès à un médecin. J'ai eu du soutien, j'ai eu beaucoup de soutien, dont mes parents, que je remercierai jamais assez. Puis surtout, moi, j'avais les moyens financièrement de prendre soin de moi, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. C'est pas tout le monde qui a les moyens de prendre un congé de maladie. C'est pas tout le monde qui a les moyens d'acheter pour 100 $ d'antidépresseurs par mois et encore moins de payer un psychologue 150 $ par semaine juste pour avoir quelqu'un avec qui parler. Pour beaucoup de gens, le choix se résume à vivre avec la maladie mentale ou prendre la porte de sortie. J'offre évidemment toutes mes sympathies à la famille d'Arsène, mais c'est ça qui devrait nous scandaliser. C'est pour ça qu'on devrait sortir dans la rue, c'est parce qu'il y a des gens qui meurent tout seuls puis pour qui on fait absolument rien. C'est pas parce qu'il y a des gens qui prient ou qui portent des foulards ou qui font des transitions de genre qu'on devrait déchirer nos chemises. C'est parce qu'il y a des tragédies comme ça qui arrivent puis on fait absolument rien. Mm-hmm. Je suis contente qu'au moment où tu as ressenti que ça glissait pour toi, que tu sois allé chercher de l'aide, puis avoue que même trouver un psy au privé, c'est pas mince à faire. Effectivement, ça peut prendre plusieurs mois. C'est fou. Les 3, on est en thérapie ici, là. Puis ensemble. Oui, en fait, on est un trouble. Non, mais... tu sais, je pense que on est tous le privilégié de quelqu'un. Moi, je considère que je suis pauvre là, dans la vie, mais je suis en thérapie chaque semaine depuis 5 ans. Et c'est des milliers et des milliers de dollars, là, je suis au privé. Mm-hmm. Puis de toute façon, au public, c'est 8 semaines, 12 semaines. Ouais.
Tu sais, comme des mesures d'urgence un peu, Ouais. mais des fois, c'est pas assez, ça non plus, pour régler le problème. Des fois, on fait juste éviter le pire, mais finalement, on y retourne quelques années plus tard parce que... Il y a des choses, il y a des aberrations au Québec au niveau de la santé, là. Santé mentale, les yeux et les dents, là. Je sais Oui. pas qu'est-ce qu'on a, là, mais tu sais, toutes ces choses-là sont super importantes pour la santé. Qu'est-ce qui fait que, genre... Mais t'as-tu vraiment besoin de dents? Tu sais, je veux dire, au final, qu'est-ce que tu fais avec ça? Mais si tu peux pas manger la viande que tu peux pas te payer, Ben, t'as c'est pas ça, besoin de... on peut même pas acheter de bouffe. Fait que les dents, là, c'est secondaire. Ça fait du bien de rire! Puis si tu vois pas aussi, c'est le fun, parce que les prix des loyers, t'es vois pas monter, tu sais. Puis on voit pas les tradwives, les conservateurs. Exact. Fait que dans le etc. fond, c'est peut-être une bonne... Ouais. Cécité, C'est- cécité et dentition. Environnement. Ah oui! OK. Ça, c'est vraiment un sujet dont on ne parle pas souvent. Le gouvernement du Québec lève les protections environnementales au nom du développement économique, Merci, avec Bernard. notre nouveau ministre qui veut qu'on le lâche avec les GES. Vous avez entendu sûrement, en fait, peut-être, le ministère de l'Environnement qui ne renouvellera pas le financement du baromètre de l'action climatique. Donc, c'est un organisme qui sonde régulièrement la population pour connaître les croyances, les comportements des gens face au changement climatique. Et aussi le média 1.5 qui produit des reportages sur la crise climatique depuis 2017, justement pour sensibiliser les gens à l'enjeu. Donc, on abandonne les outils dont on dispose pour encourager la population à changer ses habitudes de vie, et tout ça pour réaliser des économies de bout de chandelle. Est-ce que vous savez, le baromètre, il reçoit combien d'argent présentement? Aucune idée. Si on essaye un chiffre? 1,2 million 1,2 million. par année. Ouais. 33 000 par année. Est-ce qu'ils sont laids? Ils sont tellement laids, là. Je suis tellement tabarnak. Je m'excuse, là. On va casser un peu. 33 000 par année, c'est probablement genre... C'est ton salaire, c'est chérie. les dîners de Bernard Drainville, mettons, cette année. Moi, j'ai calculé, c'est 0,6 % d'une venue des Kings à Québec. Calice. C'est vraiment Hey, pas c'est grand-chose. Non, mais on est gênant. Oui. C'est gênant, en tout cas. Oui. Puis, c'est pas juste une question d'environnement, c'est une question de santé publique aussi. La docteure Claudel Pétrin-Desrosiers, la présidente de l'Association québécoise des médecins pour l'environnement, l'expliquait, c'est que renseigner la population sur les changements climatiques, c'est de plus en plus essentiel à mesure que l'éco-anxiété devient de plus en plus généralisée. Il y a de plus en plus de problèmes de santé mentale, justement, qui se développent de ce côté-là. C'est une source de stress qui est de plus en plus importante. Puis nous, on va couper 33 000 $, ce qui est tellement... Mais une miette honnêtement, dans le budget. c'est le salaire de Phil. Phil, est-ce que tu donnerais ton salaire à l'environnement? Oui. Oui. Alors, Je pense qu'il y en a plus besoin que bon, moi. ben en maintenant, plus. c'est remis sur pied. C'est remis Le sur pied, programme je est- m'en occupe. Dans ta face, Bernard, contactez-moi. Mais non, mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas aussi une certaine volonté de censure là-dedans, dans le sens que ce gouvernement-là, c'est très bien que justement, ils vont couper des trucs, ils ont peut-être pas envie que ça se sache. Fait que si tu enlèves des dispositifs qui mettaient les gens au courant de ce qui se passe, ben tu t'assures aussi que ça se sache moins. En même temps, je sais pas pour vous, mais moi, j'avais jamais entendu parler Moi non plus. de ça Mais avant. 1.5, je le regardais. Moi aussi. Ils sont sur Instagram, Ouais. puis je regardais tout leur reportage 1.5 depuis quelques années. Là. Ouais. Bon travail. Puis, c'est fini? Fini 1.5. Mais en fait, Bernard Drainville est revenu sur la décision, encore Ok. une fois. Là. OK. Il va nous dire on coupe, puis après ça, non, mais on réinvestit. Mais le lundi, la nouvelle, c'était vraiment qu'on coupait. Et hier, a dit bon, ben, peut-être finalement, on verra. Ça fait professionnel, j'aime ça, on se sent de bonne main. Il est aussi bon à l'environnement qu'à l'éducation. Bon, c'est cool. Il a beaucoup appris. Et il y a le gouvernement du Canada qui se prépare à signer l'arrêt de mort d'au moins une espèce, la rainette faux-grillon, une espèce amphibienne qui a le statut d'espèce menacée au Québec et au Canada. La population est en déclin selon l'organisme Ciel et Terre et la Société pour la nature et les parcs, section Québec. La rainette faux-grillon est protégée par un décret d'urgence du gouvernement du Canada depuis 2016, qui a été renouvelé en 2021, mais Environnement Canada a annoncé ne pas avoir l'intention de renouveler le décret en 2026. Présentement, il y a des promoteurs qui visent les habitats naturels de la rainette. Genre, littéralement, ils veulent aller là où la rainette est. Et Exactement. décrisser tout. Ils sont en cours présentement, entre autres contre la ville de Longueuil, parce qu'ils veulent changer le zonage municipal qui les brime injustement. Ah, mais la police de Longueuil, ils dégainent vite. Fait que peut-être qu'ils pourraient protéger la rainette. C'est peut-être ça qu'il faut réfléchir. Peut-être que si les promoteurs immobiliers étaient menacés d'extinction, là, le gouvernement les abandonnerait. Puis peut-être qu'on serait tous gagnants. J'espère qu'on ne te distrait pas trop. Alex. Non, c'est parfait. Tu sais, je comprends pourquoi c'est une nouvelle qui choque pas.
Je suis sûr que la rainette Faugrillon, vous avez aucune idée à quoi ça ressemble. Moi non plus avant la nouvelle. C'est full une belle petite grenouille. Et toi, tu connais. Je l'aime. C'est certain que quand on le voit pas, ça nous choque moins, forcément. C'est sûr, mais ça parle aussi du fait que justement la destruction des territoires, notre moins grande proximité avec la nature, ça fait aussi qu'on a une déconnexion avec ça. Oui. Puis évidemment que, je veux dire, au nombre d'espèces de toute façon qui disparaissent à chaque année, ça devient difficile à suivre. Puis c'est pas la rainette en particulier le problème, je pense que c'est cet enlignement-là de dire, on peut en laisser un autre aller, un autre, jusqu'à temps quoi? Jusqu'à temps qu'il ne reste plus rien? Ah, mais c'est pour construire des condos, pour se battre contre la crise du logement. Ah ouais. Je suis plus capable. On se donne le droit de réplique. Richard Martineau, je suis certain que vous l'attendiez. L'humoriste Léa Streliski a publié une chronique dans Le Devoir sur la masculinité qui a heurté la sensibilité de Richard Martineau. On écoute. Oui, mais tu sais, dans Le Devoir, c'est Léa Streliski, dans Le Devoir, elle écrit un texte sur les hommes, sur Jane Goddard, ça, puis elle écrit soudainement « Les hommes sains sont mes animaux préférés ». Elle écrit ça dans Le Devoir. Imaginez un homme, vous, qui écrit « Les femmes sont mes animaux préférés ». Tabois, il y aurait, là, il y aurait plein de plaintes et tout ça. Faudrait que cette personne-là s'excuse. Tout ça. Mais là, une femme, ça passe. Savez-vous pourquoi? Parce que Léa Streliski est dans la gang. Elle est dans la gang. Elle a sa carte de la gang. Et chaque année, elle paye. Ça, c'est meilleur encore qu'une carte de l'UDA, là. Quand tu fais partie de la gang, tu peux faire n'importe quoi, puis il n'y a pas de problème, il n'y a pas de conséquences, tu es protégé. Si tu fais pas partie de la gang, si tu n'as pas ta carte de membre de la gang dans ton portefeuille, puis tu fais ça, oh wow! Là, ça va être des conséquences, mais tu peux écrire, quand tu es Léa Streliski, dans Le Devoir, « Les hommes sains sont mes animaux préférés ». Ben, cool. C'est drôle parce que il se dévoile tellement dans cet extrait-là comme rejeté par la gauche. Ben, puis encore là, par la gauche. Parce que Léa Streliski, c'est pas la gauche. C'est ça, c'est comme, quelle gang? De toute façon, je savais pas que Richard était anti-gang. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Richard fait toujours la même chose. Il aime ça inventer des situations hypothétiques. Oui, la victime. Tu sais, le titre là, de la chronique, c'était « Les hommes sont un danger ». Imaginez si on changeait ça pour les enfants autistes. C'est comme, mais c'était pas ça. C'est comme, qu'est-ce que c'est ça? C'est sûr, si on change les mots dans les phrases, ça devient d'autre chose soudainement. Là. On dirait qu'il vient de découvrir ça. Lui, changeons des mots, puis c'est pas la même affaire. Puis si on faisait ça avec ses chroniques, je veux dire, 90% de ses chroniques, c'est genre l'islam radical menace. Il écrit ça avant de sortir de chez eux sur un bout de papier. C'est écrit comme un poème, genre. Mais je veux dire, si on changeait des mots aussi dans tes titres, ça serait soudainement. C'est comme de quoi tu parles. Imaginez si on remplaçait l'islam radical par le judaïsme radical. Ah, là, je pourrais plus, là. Personne me paierait pour écrire ça. Moi, là. moi, je suis rendu que je trouve que Facal, MBC, tout Martineau, j'ai le goût des bercer. Genre, j'ai le goût de m'asseoir dans une chaise berçante, de les prendre, puis de leur dire ça va être correct, puis de leur donner un biberon. Genre, je trouve qu'ils font pitié. Comme dans le contexte. Non, mais c'est vrai que c'est aussi... Il y a comme quelque chose de triste à voir ces très, très vieux hommes, très, très dépassés par le monde, s'accrocher à une forme de pouvoir. Bien sûr que Léa trouve pas que les hommes, c'est des animaux, mais la métaphore est forte, c'est-à-dire... En plus, elle est humoriste. Elle a une... Moi, je pense que ce qui fâche Richard, c'est qu'une femme... Ça fait pas longtemps qu'elle est au Devoir, Léa. Je pense que c'est de voir qu'elle a un espace de parole qui est... Moi, c'est quoi? Je pense qu'il n'y a rien de ça qui fâche Richard. Non? Richard crée des fausses polémiques à tous les jours. Penses-tu vraiment qu'il a lu ça puis qu'il a fait « Ah ouais, les hommes des animaux! » Mais non, mais c'est encore lisse. Il essaye d'amener le monde à être fâché contre ça. Puis c'est tout ça, c'est ça sa business. Sa business, c'est de créer des fausses polémiques qui n'existent pas, qui vivent dans sa tête. Il est pas fâché pour vrai, là. Mais oui, la question se pose. Qu'est-ce qui arriverait si Richard Martineau osait dire que les femmes sont des animaux? Moi, je vois deux possibilités. La première, c'est que tout le monde s'en fout. Parce que Martineau dit tellement d'énormités régulièrement que je pense pas que celle-là elle ressortirait du lot particulièrement. Au pire, il y aurait 2-3 woke comme nous qui s'en plaindraient sur Facebook, puis ça passerait dans le beurre. Ils nous bloqueraient probablement. Non, c'est pas vrai. En fait, moi, c'est déjà fait. Moi aussi, il m'a bloqué. La deuxième possibilité, c'est qu'effectivement, il y a quelqu'un qui ça dérange au point de faire une plainte au conseil de presse. Peut-être que ça mènerait à un blâme, j'en doute. Mais si ça menait à un blâme, ben, ça changerait absolument rien parce que de toute façon, Québec
corps se fiche éperdument des blâmes du conseil de presse. Mais ça donnerait à Richard une nouvelle occasion de se présenter en victime des méchants woke qui essayent de le bâillonner, alors que sa voix porte beaucoup plus que les nôtres et que lui est payé très cher pour dire ses conneries, alors que nous, on lui répond bénévolement. Mais Richard et ses collègues vont continuer à se plaindre des menaces imaginaires à leur liberté d'expression. On en a un bel exemple ici. # on peut plus rien dire. Ah ouais, c'est le classique dans son cas. Je veux dire, je pense qu'il est trop... Ben, pas il est trop tard pour eux, dans le sens qu'il n'est jamais trop tard, hein, mais j'ai comme l'impression qu'ils ont trouvé leur façon de faire de l'argent, de générer des clics. Puis, tu sais, il faut se rappeler que ces gens-là sont payés par PKP, là. Ils sont payés par des milliardaires, là. Tu sais, ils se présentent comme des grands défenseurs de la liberté d'expression, mais au final, c'est les plus grands lèche-culs peu courageux que le monde n'a jamais connu, là. C'est les gens qui vont dans le sens du pouvoir. C'est ça qu'ils font, là. Ils se font probablement dire, là, je veux que tu mettes l'emphase là-dessus. Il n'y a aucune dissidence, il n'y a rien. Ce gars-là habite dans une maison géante. À Boucherville. C'est quoi, il n'est pas dans la gang? Qu'est-ce que tu veux, Richard? Tu veux être dans la gang de qui, là? Dis-les, invitez-les au gala, là, si ça peut le faire fermer. Mais je veux dire, tout ça est inventé pour moi. Je pense qu'il faut arrêter d'essayer de décortiquer même ce qui est dit là-dedans. Au final, c'est tout un grand spectacle. En fait, c'est la liberté d'oppression. C'est eux qui l'ont, tu sais. Tout à fait. Ils peuvent envoyer leur horde après toi pour t'insulter. Et ils le font. Ils le font, mais de plus en plus, genre, je commence à m'en crisser. Tu sais, moi, je bloque, là, genre, à journée longue. Comme des gens qui viennent mettre des laugh emojis sur mes trucs super sérieux envers les inégalités sociales, ou qui vont, genre, en dessous de ton statut écrire que c'est nous, l'extrême droite, puis on est comme « What? Ouais. » Je pense que ces trolls-là, on les voit maintenant, puis on est moins affectés par ça. Il faut. Je comprends que ça peut être quelque chose quand même de recevoir comme une grande vague de haine. Là, ouais. Ça peut être quelque chose, mais effectivement, bloc, delete, je comprends même pas pourquoi il y a des gens qui perdent leur temps à essayer de... Tu sais, quand tu vois quelqu'un... Des fois, là, t'as juste besoin de cliquer sur le profil 2 secondes. La dernière fois qu'il a posté, c'était un truc complètement de Rebel News, tu sais, genre complètement à côté de la traque. OK, regarde, moi, je suis pas ton père, là. J'ai pas de responsabilité, là, non plus à t'éduquer, puis c'est trop d'énergie mis dans le vide. Je pense qu'il faut arrêter de voir les médias sociaux comme un endroit de conversation et de débat. Ce ne l'est pas. C'est pas ça que c'est. Si les gens veulent répondre, ils peuvent le faire. Ça n'enlève aucune liberté d'expression de ne pas laisser les gens venir polluer nos espaces. Ils peuvent, eux, s'ils décident de ne pas être d'accord avec un article, ils en écriront un. C'est tout. Écrire un livre. C'est sûr que ce ne sera pas facile pour tous ces gens-là, mais ils essaieront. Puis c'est tout. Mais dans le sens, je vois pas en quoi ça fait avancer quoi que ce soit. Puis c'est souvent, je pense, qui finit par fatiguer les gens, faire des burn-out au monde. Puis c'est pas payant aussi, c'est bénévole. Puis dans les faits, peu importe ce que Léa Streliski aurait écrit cette semaine-là, il aurait probablement répondu quelque chose parce qu'il lit Le Devoir. Richard, là, il aimerait ça écrire au Devoir. Oui. Moi, te le dire. Mais il y a une chose, par contre, c'est dommage qu'on n'ait pas pu avoir le visuel parce que c'est formidable de voir les deux co-animateurs qui ont l'air de trouver Martineau ridicule. Ah oui? Les deux ont l'air de dire... C'est vrai? Et ils écoutent Richard dire ce qu'il a à dire, et ils ont l'air de lui dire, mais ouais, c'est quoi le problème? Il est où le scandale là-dedans? Et là, à ce moment-là, la caméra, elle zoome sur Richard. On voit plus les deux co-animateurs. Ah, ils ont une bonne régie, hein? Oui, tout à fait. C'est la seule personne qui écoute, fait que... Faut qu'il écoute, là. Le soleil de la semaine. Il y a beaucoup été question de violence en ligne envers les personnes qui s'impliquent en politique municipale, envers les femmes en particulier. Ça fait plusieurs fois qu'on dénonce les gens qui s'attaquent aux femmes sur les réseaux sociaux. Émilie Lessard-Terrien le fait pour les élus provinciales. Valérie Plante le fait pour les élus municipales. À chaque campagne électorale, ça revient sur le tapis. Au final, ça reste toujours. Et cette semaine, à Zone Info, l'ancien député conservateur Alain Reyes a dit des mots qui m'ont fait plaisir. On l'écoute. Les élus municipaux, les gestionnaires dans la fonction publique, les gens dans les médias, on subit ça à tous les jours. Et là, moi, je suis un homme, là, je suis pas une femme, et je trouve ça pénible, difficile, dur pour notre démocratie. Donc ça, moi, je trouve ça merveilleux de voir un homme qui est conscient de son privilège de s'exprimer sans se faire traiter de tarte, de pauvre conne, de pute, de bitch. Parce que c'est rare. C'est rare d'entendre ça, de la bouche d'un homme au pouvoir? Okay. Oui, parce que quand on dit que les femmes ont la vie plus dure sur les réseaux sociaux que les hommes, puis c'est une réalité, c'est documenté, là, il y a des statistiques qui le prouvent, bien, presque invariablement, les hommes vont répondre « Ah oui, mais les hommes aussi, on en reçoit de la haine. » Puis je pense les hommes conservateurs plus que les autres. Donc, d'entendre un homme conservateur dire que oui, c'est pire pour les femmes, ça fait du bien. Je me fais peut-être des idées, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une sensibilisation qui est en train de se faire.
pense que oui. C'est quand même un terrain glissant, par exemple, parce que, c'est-à-dire, les gens qui sont au pouvoir mettent de l'avant des politiques qui créent des violences systémiques vraiment, vraiment intenses sur le peuple. Mais c'est ces mêmes gens-là qui vont nous rappeler après la violence qu'eux vivent, qui est verbale. Puis je dis pas qu'elle n'existe pas, puis qu'elle n'est pas grave, puis je pense pas que le discours public devrait être de se traiter de pute, puis c'est pas ça, là. Mais je fais juste dire quand même qu'un peu de la même façon, quand il y a des manifestations, on va nous rappeler qu'il y a des vitres qui ont été brisées, puis ça, c'est la raison pour laquelle on envoie 275 millions de dollars de police fessés sur des adolescents. Je trouve qu'il y a aussi comme un renversement là-dedans, où la classe privilégiée nous dit « Hey, là, c'est pas facile, on se fait traiter de niaiseux. » Ben ouais, ben peut-être arrêter d'être niaiseux aussi. Tu sais, des fois, non, mais il y a quelque chose, je trouve, là-dedans qui est un glissement. Puis c'est vrai que les femmes vont le vivre beaucoup. C'est vrai que c'est pas toujours juste, puis que c'est certainement pas des paroles qui font avancer grand-chose. Mais d'un autre côté, cette injonction à la politesse de ceux qui ont rien d'autre que leurs mots pour se défendre, ça reste aussi, je trouve, une tentative de... C'est ça, renverser un peu de dire, ouais, c'est pas facile pour nous, les gens qui font 125 000 par année, là, c'est vraiment pas évident. Fait que pensez à ça peut-être 2 secondes avant de vous coucher le soir. Mais tu sais, je comprends que t'as lu ça ou t'as entendu ça, puis ça t'a fait comme, quelqu'un de conservateur qui démontre de l'empathie à l'égard de la haine en ligne, envers les gens qui reçoivent de la haine en ligne. Mais notre barre est basse un peu, Alex, tu trouves pas? Tout à fait. Tu sais, on prend toutes les... Tu sais, ton soleil de la semaine, dans le fond, c'est une petite luciole, tu sais. Mais je comprends, puis tu sais, je trouve que c'est important de voir que, oui, il y a des hommes qui démontrent une espèce d'humilité par rapport à ce que les femmes reçoivent comme haine. Mais en général, l'Internet est bourré de bots et de gens qui insultent à la journée longue les hommes et les femmes. Puis ça, c'est un problème aussi. Genre, l'espace sur Facebook n'est pas la démocratie. Il ne nous Facebook, appartient pas. Il faut s'en rappeler de ça aussi. Ça appartient à un dude qui encourage ça, une gang de bro tech dudes qui encourage cette haine-là parce qu'elle fait monter l'extrême droite dans les sondages. Fait que je pense que l'idée, c'est aussi de sortir à un moment donné ou de penser à sortir de ces espaces-là parce que c'est pas là, elle n'est pas là, notre démocratie. Elle n'était pas là avant 2007. Fait que... C'est pas là qu'elle se joue. Je pense pas, en tout cas. Je pense que Nelly Brière serait peut-être pas d'accord, mais je pense que ce qui se passe sur Facebook n'est pas représentatif de la démocratie. Tu as raison de dire que la barre est très basse. Et surtout, quand on parle des conservateurs, c'est que là, on a vraiment les tactiques trumpistes qui s'en viennent au Québec et au Canada. Au Parti conservateur de Pierre Poilievre, maintenant, on lâche assez ouvertement la meute là, contre les femmes journalistes, entre autres, pour les réduire au silence. Donc, c'est peut-être pour ça que je suis heureux de voir un peu de résistance malgré tout. Mm-hmm. Oui, tu sais, les reportages, les différents reportages de Rachel Gilmore où elle parle de ce qu'elle a vécu. Exact. Directement envoyé par Andrew Scheer et Pierre Poilievre. Je pense que ça a quand même bien passé son message. Et on va terminer avec la chronique, un autre soleil, j'ai 2 soleils cette semaine. On va terminer avec la chronique de Yasmine Abdel-Fadel. Paul Saint-Pierre Plamondon s'est emporté contre les journalistes qui ont osé critiquer ses propositions concernant la laïcité. Je dis laïcité entre très gros guillemets. Yasmine Abdel-Fadel, dans le Journal de Montréal, a écrit une chronique que j'attendais depuis longtemps pour critiquer l'épiderme sensible du chef du PQ et de ses plus grands fans que j'appelle affectueusement les PS-pépistes. Donc, je la cite. Car ce n'est pas rare qu'un chroniqueur, un journaliste ou un observateur qui ose analyser le discours du PQ reçoive en retour une réplique hautaine, condescendante, parfois méprisante du chef lui-même. On l'accuse de procès d'intention en lui faisant un procès d'intention. On dénonce, à juste titre, les attaques absurdes comparant les souverainistes à des extrémistes, tout en collant sans gêne des étiquettes à quiconque ose froncer un sourcil devant les excès de zèle péquiste. Je sais de quoi elle parle. Moi-même, j'ai eu quelques échanges avec M. Plamondon et il m'a traité d'idéologue. Il m'a reproché ma malhonnêteté intellectuelle comme s'il était impossible de ne pas être sincèrement en désaccord avec lui. Et encore une fois, ça me fait plaisir de voir quelqu'un qui fait vraiment partie de l'establishment, de Québécois, oser critiquer un peu le chef du Parti québécois parce qu'on ne l'a pas vu beaucoup depuis qu'il est là. Ça, c'est vrai. Mais il y a quelque chose... Là, je m'excuse, je réponds pas à ça directement. C'est parce que ça m'a juste fait penser à quelque chose. Moi, j'ai pas de ligne directe là, avec Paul Saint-Pierre. Mais si quelqu'un lui parle... C'est parce que ça me ferait... J'ai vu tu sais, tous les politiciens un peu, là, québécois et canadiens, sont dans la même rhétorique par rapport à la Palestine, c'est-à-dire que le Hamas est terroriste. Et puis je voulais savoir si dans ce même esprit, est-ce que les patriotes
étaient des terroristes? Est-ce que Papineau est Hamas? J'aimerais ça le voir répondre à ça. Parce qu'on est un peu dans la même logique, c'est-à-dire il y avait des gens, ici les patriotes, qui voulaient s'affranchir d'un pouvoir colonial qui essayait de les contenir et de décider ce qui était le mieux pour eux. Certains l'ont fait avec violence. Luc Picard avait l'air de trouver que c'était quand même du cool monde qui méritait un film. Est-ce que le PQ est prêt à nous dire que les patriotes sont terroristes? C'est ma question. Alex, on compte sur toi pour transmettre ça à PSPP. Hein? Il risque de l'aimer, cette question-là, je le sens. Lui, il est drôle, genre, de pas prendre la critique. Je veux dire, c'est ça ta job. Ça va être ça ta job si t'es élu. Nous ne ferons que cela, monsieur. Genre, nous allons vous critiquer jusqu'à la fin de votre mandat. Effectivement, le mandat des journalistes, c'est pas de dire que le gouvernement fait du beau travail puis que les politiciens sont merveilleux. Malgré que c'est pas mal ça qu'on entend, mais bon. Conclure très brièvement parce que j'ai aimé la parallèle que tu as fait. Moi, j'ai surtout hâte qu'on arrête de faire semblant que condamner le Hamas, c'est un geste courageux. Ouais, exact. Il serait temps qu'on se rende compte que le Hamas ne peut pas nous toucher ici et qu'il n'y a pas... le Hamas n'est pas protégé par aucune forme là, qui empêche de le dénoncer. Par contre, le droit international reconnaît le droit des peuples de se défendre d'une occupation illégale. Fait que dans les faits, le Hamas a le droit de faire ce qu'il fait, tandis qu'Israël, non. Fait que c'est quand même intéressant que même si le droit est de ce côté-là, apparemment, les journalistes, les politiciens, eux, ne sont pas d'accord. Fait que si le droit ne tient plus, qu'est-ce qu'on fait ici puis qu'on n'est pas en train de voler une banque? Je veux dire, on peut, là. Le droit, ça vaut rien, finalement. Ce qu'on est en train de voir, là, c'est la destruction de l'état de droit. Fait que, je veux dire, peut-être qu'on devrait se gâter un peu. Moi, en attendant, je stream illégalement Netflix. C'est ma petite contribution. Oui, bien, nous, on s'abonne à des balados québécois, dont le tien, quand tu vas le lancer. On va te donner notre pledge par mois. Ouais. Puis on se désabonne des plateformes, des grandes plateformes numériques pour encourager des balados québécois. Puis j'ai très hâte, Alex, de te retrouver sur Patreon. Bien, ça, c'est vraiment la meilleure façon pour terminer. Alors, c'est tout pour cette semaine. Je remercie mes invités qui se sont joints à moi aujourd'hui. Merci Marie-Hélène. Ça me fait plaisir. Merci Philippe. Merci à toi. J'invite nos auditeurs à découvrir le balado Le Temps des monstres, un nouvel épisode à tous les jeudis. Ouais. Alors, encore une fois, j'invite les gens qui nous écoutent à me partager vos commentaires. Avez-vous apprécié la formule avec invité? Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour le lancement officiel du balado. Il va y avoir plusieurs nouveautés. Mon nom est Alexandre Dumas et je vous promets de rester woke tant qu'il faudra.